Bonjour à tous, aujourd'hui mon invité est un spécialiste des arts martiaux mixtes, une discipline nouvelle en France que vous connaissez sans doute mieux sous le nom de MMA. Cet amour des arts martiaux l'a poussé et le pousse encore à travailler son développement personnel, notamment en se posant sans cesse des questions, en luttant contre ses angoisses, mais aussi en explorant sans relâche de nouveaux sujets tels que l'hypnose ou la physique quantique. J'ai trouvé sa philosophie de vie très inspirante et c'est pour ça que je l'ai invité. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle. Salut Nao. Salut Manu. Alors, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Écoute, ça va. Je dis toujours que ça va bien. Comme ça me met dans des bonnes conditions. Alors, bah écoute, je suis très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode de Parallèle. Je vais te laisser te présenter parce que je sais pas grand-chose de toi non plus, hein. Pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, je t'ai rencontré au FIC, qui est le forum international de la cybersécurité qui a eu lieu en janvier. On a bien accroché, on a papoté de plein de sujets et je me suis dit que ce serait intéressant de t'avoir en interview. Seulement voilà, il y a plein de choses qui te passionnent, il y a plein de choses qui t'intéressent, mais je voudrais d'abord que tu te présentes rapidement. Donc, je m'appelle Daou, je vais avoir 47 ans cette année. Je suis d'origine vietnamienne, même si j'ai passé la plupart de ma vie en France. C'est un détail qui est important parce que, en fait, ça explique. Je présume que le but de ton podcast, c'est de présenter des personnes qui ont qui ont des cheminements de vie. Donc, et comme je disais, voilà, en introduction, quand on discutait tout à l'heure, je passe beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de comprendre les choses parce que j'aime bien anticiper, parce que je crois qu'au fond de moi, je pense qu'il y a une émotion majeure qui me domine, c'est la peur. Et c'est pas quelque chose de bien ou de mal, hein, c'est que c'est comme ça. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions sur moi. Et donc je suis d'origine vietnamienne, mais alors pour l'histoire, je vais faire très court, mais mes grands-parents étaient des gens extrêmement puissants au Vietnam avant que les communistes arrivent. Donc ce qui les a obligés à partir en fait du Vietnam. Et ils avaient anticipé les choses en envoyant mes parents étudier en Europe. Ce qui fait que quelque part mes parents n'ont pas connu la guerre en elle-même. C'est plutôt mes grands-parents qui l'ont connue. Et ce qui fait que j'ai une approche euh, européenne, tout en ayant conscience qu'on est là parce qu'on était en Europe, parce qu'on a dû partir. Donc la notion de fuite est très importante enfin, dans ma manière de voir les choses. Voilà. Après, ben voilà, j'ai vécu à Toulouse pendant une trentaine d'années. J'ai fait mes études là-bas et puis je suis monté à Paris pour des raisons sportives, on en parlera après, et j'en ai profité pour voilà pour trouver du travail et je travaille dans la cybersécurité depuis une vingtaine d'années. Voilà, la raison pour laquelle on s'est rencontrés au FIC il y a une quinzaine de jours. Oui, 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 Voilà. oui. Alors, avant de rentrer dans le dur du sujet, je vais te demander ce que je fais en début de chaque émission. Je vais te demander ta météo intérieure. Je pense que tu connais le concept. Est-ce que tu peux me faire un petit point météo? Ma météo, bah, comme je disais, je suis toujours, ça va, je suis toujours dans un bon mindset, même si je pose toujours plein de questions. Voilà. En ce moment, le sujet que je regarde un petit peu, c'est l'écologie, parce qu'il y a pas mal de choses dont on parle. Je suis à la montagne, là. Alors aujourd'hui, il neige. Il y a un peu de vent, mais voilà, c'est de la bonne neige et je pense que demain, il va faire beau. Voilà ma météo du moment. Ah, donc t'es plutôt bon mindset, donc bon état d'esprit, t'es plutôt positif. Toujours, toujours. Et l'écologie, ça te stresse pas trop comme sujet? Parce que vu que t'as peur de tout, apparemment, bon, tu vas m'expliquer un peu pourquoi, mais ça a l'air de. Moi, je sais que il y a un phénomène moi qui marche un peu sur moi aussi, qui s'appelle l'éco-anxiété. Hein, c'est assez à la mode en ce moment, et Oui. on a tous peur un peu de la fin du monde entre guillemets, ou en tout cas de mourir sous des températures terribles, ou sous la pollution, ou je sais pas quoi, avec la montée des eaux. Est-ce que toi t'es soumis à cette éco-anxiété aussi? Absolument pas. D'accord. Alors c'est paradoxal, hein. C'est-à-dire que, comme je te disais, je peux être un peu anxieux, par exemple, de faire ce podcast avec toi, mais de mourir, de toute façon, il y a bien une chose dont on est sûr, c'est que ça va se finir à un moment donné. Donc là-dessus, je veux dire, à la limite,
ça me rassure presque de savoir que ça va être une étape obligatoire. Après, je pense que ce qui peut procurer de la peur ou l'anxiété par rapport à l'écologie, c'est la notion de souffrance. Mais même encore une fois, je t'ai dit, ça c'est assez paradoxal chez moi, c'est que je peux avoir de l'anxiété pour des trucs qui ont l'air anodins, qui ne susciteraient aucune peur chez l'humain lambda, mais sur des trucs un peu plus costauds, non, j'ai aucune, la mort, ça me fait pas peur du tout. Mais ça fait quelques années que je me suis dit ça un jour, je me suis dit tiens, moi, en fait, bah, si je devais partir maintenant, je serais complètement prêt. Bon, bah, tant mieux pour toi, écoute, c'est bien. Alors, il y a, avant de faire cette émission, j'envoie toujours un petit questionnaire et donc je demande à l'invité des sujets qui le passionnent, le révoltent, enfin des choses sur lesquelles ils ont des choses à dire. Je sais pas par lesquelles on va commencer. Toi, t'as la liste aussi sous les yeux, je pense. On peut commencer par ce que tu veux. Je sais que tu as consacré une partie de ta vie au sport de Oui. combat. Peut-être qu'on peut commencer par ça. Oui, alors alors ce qu'il faut comprendre, c'est que j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que je sors d'un contexte familial qui apporte son lot de complexité dans le sens où j'ai un grand-père paternel qui était au gouvernement vietnamien avant qu'il soit renversé par le régime communiste, et j'ai un grand-père maternel qui était un grand navigateur, qui a travaillé pour le gouvernement français dans les années 50, qui a monté une société qui gérait tout le transit commercial sur le delta du Mékong. Et à un moment donné, il s'est engagé dans la marine marchande. Il a travaillé aussi pour l'empire Bao'dai et il faisait beaucoup de missions dans les mers sibériennes, d'accord, pour le compte de la France. Et je me rends compte que c'est fou parce que ils étaient en face de moi, j'étais jeune et si j'avais la capacité à poser des questions que j'ai maintenant, enfin j'aurais passé des après-midi avec eux. Ah bah oui. Et donc ce qui a créé un contexte assez compliqué avec mes parents. J'ai toujours des relations difficiles avec mon père et qui était quelqu'un de torturé, qui l'est toujours, et qui a vraiment mis un climat de terreur psychologique à la maison, d'accord. D'accord. Ce qui explique en fait que la peur ce soit une émotion principale chez moi. D'accord, je comprends bien. Et je suis arrivé dans la vie d'adulte avec un bagage d'enfant tel qu'il était. J'ai pas de jugement là-dessus. Et j'ai jamais fait de sport jusqu'à 25 ans. D'accord, ça m'intéressait pas. Je faisais d'autres trucs. Et à 25 ans, je déménage et en face de moi il y a un club qui s'ouvre et et le sport c'était du MMA jiu-jitsu brésilien. Donc c'était dans les années en 98. Et j'avais regardé une vidéo, une cassette à l'époque. Le MMA, alors pour expliquer ce que c'est qu'il y a plein de sports de combat. D'accord, il y a la boxe, le judo, l'aïkido, etc. Et un jour, il y a des gens qui ont décidé de dire bon ben vu qu'il y a plein de sports, on va essayer de comprendre quel est le sport le plus efficace. Donc on construit un octogone et donc une cage avec un tatami au milieu et on aide les gens à représenter leur art martial et on met un système de règles, donc un cadre de règles qui soit le plus ouvert possible. Donc on peut combattre debout, on peut combattre au sol, on a le droit de frappe au sol. À l'époque, on avait le droit au coup de tête, au coup de coude, au coup de pied par terre, etc. Et on essaie de voir ce qui dégage en termes d'efficacité de tous ces combats-là. Et de là, D'accord. alors on a constaté que le sport qui était le plus efficace, c'était le jiu-jitsu brésilien. Donc un sport qui était issu du judo. Donc le judo avait une partie de combat debout que l'on connaît tous. Et après, il y a une partie du combat lorsqu'on tombe au sol, lorsqu'on est en contact, on peut appliquer des clés, des luxations, des étranglements. Et à l'époque, en fait, on a confronté plusieurs arts martiaux, donc le ninjutsu, le kickboxing, la boxe anglaise et le jiu-jitsu brésilien. Et de toutes ces confrontations qui ont eu lieu dans les années en 93-94, à chaque fois est sorti vainqueur le jiu-jitsu brésilien avec avec les frères Gracie, notamment un combattant qui s'appelait Royce Gracie, d'accord. Et tout a démarré de là. Et là, ça a été une révolution dans le monde du sport de combat où on s'est dit, en fait, avec toute la mythologie qu'il y a autour des sports de combat, finalement, ce qui fonctionne, ce sont vraiment ces techniques-là. Et après, donc, tout le monde a commencé à s'intéresser au jiu-jitsu brésilien, tout ça, et est né de ce concept-là un sport maintenant qui est notamment reconnu depuis, on va dire,
depuis 2 semaines en France, puisque ça faisait plus de 20 ans que les instances françaises luttaient avec les instances gouvernementales pour faire reconnaître le sport, pour qu'il soit légalisé et qu'il soit mieux encadré. Et donc, ce sport-là qui est émergé s'appelle le MMA, qui est un sport qui va mixer des techniques de boxe pied-point avec des techniques de lutte, donc lutte libre, lutte gréco-romaine, et des techniques de jiu-jitsu brésilien, donc qui sont des techniques de contrôle au sol, et de mise en application de clés, de luxation des bras, des membres et d'étranglement. Alors moi, l'image que j'ai du MMA, c'est que c'est quelque chose de dangereux et où les gens saignent beaucoup, non? C'est une image. Alors ça, ce que tu vois, c'est ce que l'on voit dans les événements qui s'appellent l'UFC, Ultimate Fighting Championship. Donc ce sont des. Alors quand tu parles de l'UFC à tout le monde connaît Conor McGregor. Même moi. Voilà, c'est l'Irlandais qui a introduit le trash talking qu'on avait à l'époque qu'on a toujours dans le catch, d'accord, dans le catch américain, mais appliqué dans le MMA où l'objectif du MMA c'est de montrer une vision réaliste du combat, la vision la plus réaliste possible du combat, et ce qui en a fait un sport à part entière, au même titre que le basketball, que le baseball ou d'autres sports comme ça, notamment aux États-Unis. Il faut savoir que c'est un marché qui représente plusieurs milliards de dollars et que, par exemple, Conor McGregor a été il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, le 4e sportif le mieux payé au monde. Ah ouais. Donc le premier était Floyd Mayweather sur la boxe anglaise. Après, on retrouvait Cristiano Ronaldo, Lionel Messi pour le football, un basketteur, je sais plus, LeBron James. Et puis après, tu avais Conor McGregor. D'accord. Donc c'est pour te donner le poids économique du MMA. En France, c'est un peu moins connu parce que je pense qu'il y a eu un peu de lobby du judo. Voilà, il y a toujours un peu de rétention. Et la France a toujours cette tendance à être un peu suiveur sur les événements. Et là, effectivement, il est d'actualité de dire que maintenant c'est reconnu, donc ça va se développer. Il va y avoir Ouais, 20 ans quand même, c'est plus être suiveur là. Ouais, mais bon, alors moi j'ai pas le parallèle en tête, mais je pense qu'il y a plein de domaines où Ah oui. voilà, on peut démontrer que la psychologie française est plus en mode de suiveur qu'en mode de pionnier. Et donc toi, tu t'as plongé dans le jiu-jitsu brésilien et donc après le MMA. Ouais, alors au début j'ai commencé par le MMA parce que le club qui s'était ouvert c'était du MMA. J'en ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis j'ai fait quelques combats et puis bon, ça me plaisait pas trop. Par contre, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la partie combat au sol, donc issu du jiu-jitsu brésilien. Et puis je me suis voilà, après pendant 20 ans j'ai fait que ça, j'ai fait de la compétition en jiu-jitsu brésilien. Au Brésil, il y avait deux formes de sport de combat de préhension, donc le jiu-jitsu brésilien qui se faisait avec un kimono et la lutte libre qui se faisait sans kimono, donc plutôt avec un short de surf et un lycra. Donc c'était plus le pendant de la lutte, alors que le jiu-jitsu brésilien c'était plus le pendant du judo. Et donc j'ai fait les deux en parallèle. Et puis voilà, je me suis pris de passion et c'est vraiment devenu une culture d'existence pour moi, puisque voilà, je passe pas mal de temps à m'entraîner. Euh, En fait, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu qu'on appelle maintenant le jiu-jitsu, puisqu'aux États-Unis le jiu-jitsu c'est plus affilié à ça. C'est un sport qui a la même empreinte que le surf. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture derrière, il y a un vrai lifestyle, un style de vie. Et parce que c'est un sport où il y a une grosse communauté qui est fédérée autour de ça. Tu peux faire. Il y a des gens qui font le tour du monde, qui font un tour du monde et qui dans chaque pays vont visiter des clubs et tous les clubs accueillent des voyageurs du jiu-jitsu. D'accord. Moi, l'image que j'en ai, je connais un petit peu aussi, l'image que j'en ai, c'est plus un art martial qu'un sport de combat, quoi. Oui, complètement. En fait, la frontière est assez floue entre l'art martial et le sport de combat. Oui, mais il y a tout l'aspect, je veux dire, énergétique, il y a tous ces trucs-là un peu, non? Oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, je pense que dès que tu rentres dans l'approfondissement d'un sujet, quel qu'il soit, à un moment donné, tu es confronté à ce que tu es toi. Donc, tu accompagnes ta progression dans ce sport-là par une progression interne qui va être une philosophie de vie, euh, une éco-responsabilité, une écologie mentale,
un respect des choses. Donc très rapidement, tu as le respect de toi, donc ça va aller vers l'alimentation, tu vois, c'est-à-dire Mhm. essayer de manger euh, de manière saine, euh, un respect de l'environnement, euh, une empathie constante, un esprit de partage, essayer de comment dire, de prendre soin des gens autour de toi. Dans le jiu-jitsu, il y a une partie qui est très importante, notamment aux États-Unis, puisque c'est un pays où ça s'est beaucoup développé, c'est toute la partie anti-bullying. C'est-à-dire que tous les clubs de Mhm. jiu-jitsu ont une partie très importante qui est dans le fait de d'apprendre aux enfants à se défendre, parce que le bullying, c'est un phénomène qui est quand même assez... Le bullying en français, c'est le harcèlement. Donc les enfants victimes d'harcèlement, on leur apprend à le jiu-jitsu pour qu'ils soient plus forts et qu'ils soient en mesure de se défendre. Tu vois. Donc voilà, tu vois un peu tout l'écosystème qui est autour du jiu-jitsu. D'accord, ouais, ouais. Après, t'es plutôt modeste. T'as quand même, enfin, d'après ce que j'ai compris en discutant avec toi, c'est que t'es plutôt bon là-dedans Je, aussi. je, je sais pas si je suis plutôt bon, mais euh, j'en ai, ouais, parce que j'étais un des premiers à en faire en France. Donc, enfin, je suis plutôt la deuxième génération. Et j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai beaucoup tourné, et j'ai repris de la compétition. Alors, j'avais fait de la compétition jusqu'en 2006, puis j'avais arrêté. Et en 2018, j'ai repris la compétition parce que j'étais en transition professionnelle. Et, euh, et j'ai un groupe d'amis qui m'ont dit, bah vas-y, Dao, pourquoi tu reprends pas les compétitions? Et on a la chance dans le sport, c'est que il y a la ligue internationale de jiu-jitsu, qui s'appelle IBJF, la plus importante, donc qui rassemble le plus d'adhérents, a mis en place des catégories d'âge. D'accord. Et donc maintenant, je peux combattre avec des gens de mon âge. Donc je combats en plus de 40. Avec les seniors, quoi. Non, je déconne. Voilà, ce qu'on appelle les masters pour faire un peu plus, tu Ouais, vois. ouais. Les seniors, c'est, il peut y avoir plein de connotations autour de ça. Ils appellent ça les masters avec des numéros. Et donc j'ai repris le circuit, donc j'ai combattu sur des gros événements comme l'événement, ce qu'on appelle les Europeans, donc à Rome, les Panams à New York et puis les Worlds à Los Angeles cette année. Et j'ai fait des résultats assez sympas. Bon, après, c'est vrai que il faut être lucide, hein, c'est pas le niveau des adultes, voilà, mais il y a quand même un peu de, il y a de la combativité, il y a moyen d'avoir vachement d'expérience, de vivre des expériences fortes. C'est super bien fait, c'est-à-dire que c'est un vrai business derrière, hein, c'est-à-dire que c'est un truc qui génère pas mal de millions de dollars. Quand tu fais la compétition comme ça, enfin, c'est super bien organisé, les médailles elles sont vraiment propres, t'as un beau podium et tu combats avec des gens donc dans les catégories adultes qui sont des gens que tu admires, tu vois, que moi je suis plein de combattants sur les réseaux sociaux, je regarde tous les combats qu'ils font, tous les tournois, eh ben tu peux être dans le même tapis qu'un mec que tu admires, quoi. Lui combattra pas la même catégorie que toi, mais tu peux être, comme il y a les aires de combat, c'est souvent entre 6 et 10 tapis juxtaposés, et tu peux être à côté d'un mec que tu admires, voilà. Donc c'est comme si par exemple tu faisais un tournoi de tennis, et tu es dans ta catégorie, et puis tu combats à côté, tu fais un match de tennis à côté d'un Pete Sampras ou tu vois ou d'un André Agassi ou même d'un Djokovic, tu vois, qui combattrait dans une catégorie adulte. Ouais, ouais. Donc D'accord. Je comprends, ouais. non, c'est génial, et ils ont fait un truc d'enfer, hein. C'est incroyable, incroyable. Alors, tu me parlais du sport, mais donc ça, c'est, on va dire, c'est ta recherche de bien-être externe, c'est ça? C'est pour moi je suis plutôt ce qu'on appelle un centre mental. Peut-être qu'on en parlera dans le sujet du développement personnel. Euh, j'ai un problème de dissociation avec mon corps, d'accord. C'est-à-dire que je réinterprète tout de manière analytique. Et ce qui fait que parfois, je peux avoir une dissociation avec mon corps. Et je l'ai vu pendant les combats, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, face à une situation, j'extrais mon analytique de mon corps et je comprends plutôt je ne comprends plus trop ce que fait mon corps, d'accord. Mais c'est une tendance générale. Et le fait de faire du sport, ça m'a permis de me reconnecter avec mon corps ou de me connecter à mon corps parce que j'étais jamais connecté avec lui finalement depuis 25 ans. Euh, donc je suis quelqu'un qui suit quand même. J'ai une- j'ai un dialogue avec mon corps qui est quand même assez constant, notamment dans la douleur, puisque bah, comme c'est un sport assez extrême et que j'ai, en fait, j'ai toujours poussé le bouchon jusqu'au bout, donc j'ai quand même pas mal de douleur avec mon corps, d'accord. Donc et en même temps, lorsque je combats, j'ai des sensations très fortes en termes de ressenti à mon corps. Donc mon côté reptilien et instinctif, il est très exacerbé dans le combat. À côté de ça, euh, je fais ce qu'on appelle la préparation physique, c'est-à-dire que je prépare mon corps au combat.
Donc avec un coach. Nous dans notre club, on a un coach. On fait 2 sessions par semaine. Et chez moi, je fais pas mal de yoga, de posture, de mobilité. Euh, j'ai pas mal d'outils qui permettent d'appréhender ce qu'on appelle les patterns fonctionnels, c'est-à-dire comprendre quel est le champ de progression de mon corps et l'exploiter de manière la plus optimale possible. C'est-à-dire que mon idée, c'est de prendre le potentiel de mon corps et de le pousser au maximum, en étant complètement lucide sur mes limites. Hein. Ouais. Je sais que je sais que je suis quasiment arrivé au bout de ce que je pouvais faire actuellement. Après, ça peut changer avec le temps, mon corps va évoluer, je vais vieillir, etc. Mais voilà, j'essaie d'explorer tous les aspects et tout le potentiel que me donne mon corps. Alors j'ai une question. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par déconnecter de ton corps? Comment? Parce que enfin moi je t'écoute là et je sais pas ce que ça veut dire être déconnecté de son corps. Peut-être que je le suis, tu vois, et peut-être que c'est pour ça que je ne sais pas, ou peut-être que je le suis pas et je l'ai jamais été. J'en sais rien. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce phénomène? Alors, pour faire très très schématiquement, la première chose que je voudrais dire, c'est que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que moi, ce que je vais exprimer par rapport à ma vision de ce qu'est un être humain, c'est une vision qui est propre à moi. D'accord? Je vois les choses avec mon propre filtre. Donc, on prend ou on prend pas enfin voilà, mais c'est juste ma perception des choses. L'être humain, pour moi, c'est la somme, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est des choses que j'ai prises de par mes recherches, de par des discussions, voilà. C'est la somme des émotions, des sensations et perceptions, donc le corps, et de ses pensées, donc l'analyse. D'accord. Et une des manières de se rééquilibrer en tant qu'humain, c'est de gérer de façon assez équilibrée les trois parties là. Donc la pensée, les émotions et le corps. La pensée, c'est quoi? La pensée, pour moi, c'est face à une situation impromptue, quel est le premier centre que tu fais intervenir? C'est l'analyse? C'est les émotions, non? Bah, pas toujours. Hein. Ça peut être l'analyse, c'est-à-dire que ça peut être très court, hein, ça peut être l'histoire de quelques millisecondes. Hein. Et la première chose que tu vas faire, par exemple, une agression, c'est tu vas évaluer la situation et dire ce qui se passe, pourquoi il m'a agressé, et après tu peux avoir une émotion qui va réagir derrière, tu vois. Mais le premier niveau d'énergie que tu vas prendre, ça va être la pensée. Tu as des gens qui, face à une agression, donc ceux qui ont des prépondérances mentales, ça va être l'émotion directement, la colère ou la tristesse ou la peur. Et après, tu as les instinctifs, donc c'est le corps. Eux, ça va être une réaction immédiate du corps, c'est-à-dire un enchaînement biomécanique qui va faire par exemple que soit tu vas t'enfuir, soit tu vas frapper, ou soit tu vas te paralyser. D'accord? Mais c'est le corps qui parlera en premier. Alors moi j'ai lu aussi pas mal de trucs là-dessus et enfin de ce que je pensais, moi en tout cas, enfin c'est intéressant parce que ça c'est ton ressenti etc. Moi de ce que je pensais c'était que la première réaction elle vient du corps, ok? Que le corps il peut se mettre, enfin que le corps est détendu ou se stresse ou ce que tu veux. Enfin en gros la première action c'est le corps qui l'interprète on va dire entre guillemets. À partir de là, en fait, en fonction de ce que ton corps fait, ça te génère une émotion. C'est un peu bizarre, mais ça te génère l'émotion. Tu vois, c'est ce concept là de si tu mets les épaules en avant et que tu courbes la tête, bah forcément tu vas avoir l'impression, tu vas avoir une émotion un peu de tristesse. Alors que si tu bombes le torse, tu regardes vers le ciel et voilà et tu te mets les épaules en arrière, tu vas avoir l'impression d'être un winner et que rien ne va t'arrêter quoi. Donc quelque part, apparemment, Mmh. enfin moi, je fais que répéter pardon bêtement ce que j'ai lu, mais que c'était en fait que l'émotion elle venait du corps et ensuite l'analytique ça venait après l'émotion, c'est-à-dire de pouvoir quelque part enfin soit tu te laisses emporter par tes émotions et du coup tu as zéro analytique derrière, enfin tu suis un peu tes émotions et ton cerveau analytique suit les émotions. Soit, bon, bah, tu prends un peu le contre-pied de tes émotions en te disant, là, ce que je ressens, c'est peut-être un peu exagéré, et puis rebouges les curseurs comme ça. Mais bon, c'est marrant parce que, tu vois, on n'a pas tous le même truc. Je pense que sur ce sujet-là, on est vraiment au début de Peut-être, ouais, peut-être. enfin, tu sais, enfin, tu sais, on parle beaucoup de neurosciences, enfin, on ne sait pas ce que c'est le conscient, on commence à avoir des premières analyses. On compte beaucoup sur l'IA pour justement nous aider à comprendre ce que c'est la conscience, ce que c'est le subconscient et l'inconscient. Et encore une fois, comme tu disais, la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que
Moi, ce que je te donne, c'est ma perception des choses. Et alors là, on parlait d'une agression, mais même de manière générale, c'est-à-dire que face à, je sais pas moi, tu reçois un mail avec une question, euh, donc t'es pas face à l'inattendu. Euh, Où est-ce que tu vas aller chercher tes ressources en premier, d'accord? C'est-à-dire que est-ce que je vais les chercher dans la somme de mes connaissances? Est-ce que je vais le chercher dans mes sensations, dans mes émotions, ou est-ce que je vais réagir de manière très instinctive et sortir ce qu'il y a ce qui arrive en premier chez moi. Tu vois, c'est plutôt et en fait, je reprends ni plus ni moins un sujet que j'avais étudié il y a quelques années, qui est le sujet des énéagrammes, qui est une sorte de cartographie assez détaillée du mode de communication des êtres humains. C'est-à-dire que on a constaté que on pouvait entre guillemets classifier des modalités de communication en fonction des gens. Tu vois bien que les gens qui sont autour de toi sont différents, fonctionnent de manière différente. Et on va retrouver donc ce qu'on appelle les centres mentaux, les centres instinctifs et les centres émotionnels. Et dans chacun d'eux, on va retrouver des sortes de binômes entre les quêtes et les compulsions. Donc les quêtes, c'est ce que je vais rechercher systématiquement, et les compulsions, c'est ce que je fuis systématiquement. En fait, tout ça pour dire que il y a des gens qui sont penchés sur la question depuis très longtemps sur des techniques de compréhension du comportement humain. D'accord. D'accord. Avec et donc bah, je pense que c'est des sujets sur lesquels tu as dû te pencher, comme la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, les énéagrammes. Après, il y a des trucs qui sont très à la mode en ce moment dans l'entreprise, c'est tout ce qui est MBTI, Processcom, voilà, qui permettent en fait de donner à l'instant T une explication à un comportement avec un des interlocuteurs que tu as en face de toi. D'accord. Ok. Et donc quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça permet de donner un premier vernis d'explication sur le comportement d'autrui et le mien, D'accord. et et d'optimiser quelque part un peu la compréhension de la communication. Alors faut faire attention parce que avec ce genre de formule magique, on peut tomber rapidement dans le diktat, tu vois, dans l'espèce de toute puissance qui est que je comprends mieux les choses que toi. Et ça, c'est le vrai danger en fait de la connaissance de manière générale. C'est c'est de se retrouver dans un contexte de toute puissance où où tu peux te biaiser parce que tu te dis, bah, de toute façon, j'ai compris le truc, et puis je rentre à corps et à cri dans ce système-là. Et c'est là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut se remettre en question et des fois abandonner ces systèmes-là pour, bah, tu sais, pour laisser un peu ton cerveau se reposer et puis un peu digérer tout ça. Donc, je sais pas si tu connaissais les énéagrammes. Non, non, je connais pas. Alors, je connais pas les énéagrammes. Je connais un peu la PNL, mais j'ai jamais rien lu à ce sujet, donc je sais pas faire, tu vois. Mais non, je connaissais pas les énéagrammes. Alors, en fait, tous ces, toutes ces méthodes, elles sont issues de l'observation. C'est-à-dire que il y a des gens, donc des gens qui ont qui ont observé que il y avait il y avait des règles du jeu qui revenaient incessamment. Tu vois, notamment, bah, tu sais, ce qu'on appelait les super communicants. Des gens qui sont des super communicants. Et ils se sont dit, mais pourquoi ces gens-là sont super communicants? Alors tu peux dire, bah, parce qu'ils ont un don, etc. Non, parce qu'il y a une méthodologie derrière. Une méthodologie pour attirer l'attention des gens, une méthodologie pour exploiter l'attention des gens. Euh, et dans les années, c'était 50, je pense, il y a deux gars, donc John Grider et Richard Bandler, qui ont créé la programmation neurolinguistique pour mettre en place des méthodologies qu'ils avaient observées chez les supercommunicants. Et ils ont observé que ben, ces personnes-là utilisaient toujours les mêmes méthodes. Donc des méthodes comme la synchronisation, le fractionnement, euh, la rupture de pattern, enfin tout ça quoi. Et à partir de là, on s'est dit mais tiens, il y a quand même une vraie méthodologie sur la communication euh, intrapersonnelle et interpersonnelle. Et puis tout d'un coup, il y a toute une ribambelle de personnes qui se sont engouffrées là-dedans et commencé à étudier le sujet, et puis ils se sont rendus compte que découlait de la PNL l'hypnose. Et l'hypnose, ben, tu as plusieurs types d'hypnose. Donc la plus connue, c'est l'hypnose de scène. Mais derrière ça, tu as aussi
l'hypnose thérapeutique, l'hypnose ericksonienne, et puis après ce qu'on appelle l'hypnose liée aux thérapies brèves. Donc une des écoles, c'est l'école de l'hypnose hellmanienne. Voilà. Et l'hypnose, c'est alors ça c'est pareil, hein, c'est la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que euh, la manière à laquelle moi je me suis intéressé à l'hypnose, c'est plutôt une école qui est liée à un de mes amis qui s'appelle Christophe Pank, qui est une hypnose autour de l'exploitation des trans. D'accord. Les trans, c'est euh, tu, toi qui es observateur, Manu, tu as dû voir autour de toi des gens qui à un moment donné sont dans des états différents. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et, même moi, je le sais quand tu sais, tu te laisses un peu emporter par tes pensées, que tu regardes un peu dans le vide, ou quand voilà. tu conduis et en fait t'arrives à destination, tu sais même, enfin, tu te souviens même pas par où t'es passé, tu vois, mais enfin, c'était pas dangereux, tu vois, t'as conduit, tu sais le chemin que tu fais tous les jours, mais bon. C'est ça. Donc c'est ce que tu viens de décrire, c'est un état de transe. Et, et tu vois, par le fait de l'étude des trans, et encore une fois, ce que je disais, je pense qu'on est vraiment au début de cette histoire-là. On commence, tu vois, à mettre un pas dans l'étude des neurosciences, l'étude du conscient. Qu'est-ce que c'est la conscience? Enfin, tu vois bien qu'en ce moment, on est incapable de définir ce que c'est la conscience. Si tant est qu'elle existe vraiment. Ouais. Tu vois, dernièrement, il y a un truc qui est sorti sur Science Avenir qui disait que sur des expériences, ils se sont rendus compte que la réponse motrice avait un petit temps d'avance par rapport à l'impulsion électrique qui était émise par la conscience, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que quand tu décides tu dis, bah, je vais faire ça, en fait, ton corps a quelques, peut-être millionièmes de secondes d'avance sur ta prise de décision. Ah, il y a peut-être différentes consciences, alors peut-être que ton corps a sa propre conscience. Peut-être, oui, peut-être il y a, alors, je reprends encore toujours, hein, pareil, la carte n'est pas le territoire. Oui. Une des manières de voir les choses, c'est se dire que dans l'être humain, dans la psyché humaine, tu as un triptyque conscient, subconscient et inconscient. Ouais. D'accord. L'inconscient, c'est le corps. Le conscient, ce serait la mémoire à court terme. Alors, je reprends toujours les termes hein, de mon formateur et de mon coach d'hypnose. Donc, le conscient, c'est la mémoire à court terme, la capacité d'analyse et de prise de décision. Et le subconscient, c'est la mémoire à long terme, la somme des émotions, la somme des valeurs et des croyances, et euh, et euh, et, et les patterns. Donc les patterns, c'est tous les schémas répétitifs que tu as acquis pour te permettre de répondre à une situation en utilisant un minimum d'énergie. D'accord. Et entre les trois, il y a ce qu'on appelle le facteur de jugement, donc il y a une sorte de firewall qui euh, qui va qui va monter son niveau de protection au plus haut lorsqu'il il ne veut pas qu'un dialogue se fasse entre le conscient et le subconscient, et qui va se mettre au plus bas lorsque tu es dans des états de transe ouverte où tu vas pouvoir commencer à communiquer avec ta mémoire à long terme pour aller résoudre certaines problématiques que tu as en tant qu'être humain. Alors, je voudrais qu'on parle de l'hypnose, mais avant ça, je voudrais savoir, là, tout ce que tu viens de me décrire, est-ce que tu t'en sers, par exemple, quand tu fais des combats en MMA ou, enfin, quand tu fais de la compétition? Euh, alors, comme je disais au début, j'ai trouvé une véritable manière de libérer mon corps par le combat. Et à ce titre-là, je pense que le deal que j'ai dû me faire moi-même, c'est de ne pas faire intervenir de l'analytique dans, dans ma manière de combattre. Mais encore une fois, c'est ma perception et peut-être qu'elle est faussée, tu vois. Mais et je me suis rendu compte pendant très longtemps que quand je combattais, bah, je combattais. C'est-à-dire que j'étais pas en train de calculer ou. Et depuis quelque temps, je me suis remis à calculer pendant mes combats. Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te désavantage? Bah, oui, je pense que ça doit m'aider forcément, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de probant et d'impactant? Je suis pas sûr que. Ouais, ça fait peut-être pas la différence, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Un truc que je me suis dit, rarement, j'ai dit, parce que tu vois, comme je te disais, je réfléchis pas mal et tout. Et je me disais, mais tout ne doit pas être commenté, Oui. tu vois. Et un combat, bah, t'es pas obligé de le commenter dans ta tête. Donc,
Ouais, c'est peut-être un petit espace de liberté que j'ai voulu m'octroyer dans le combat, de me dire que je faisais les choses à l'instinct et que je laissais plus mes patterns se répéter d'eux-mêmes plutôt que de dire à un moment donné, ouais, je vais analyser la situation, tiens, si j'appuie là, ça va créer une réaction là-dessus, donc ça va me permet de prendre le bras et derrière ça d'anticiper et tout. Peut-être que je dois le faire, tu vois, de manière inconsciente, mais c'est pas quelque chose que je fais de manière consciente. Voilà. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si t'as déjà cette façon d'analyser comme ça pour n'importe quoi dans ta vie, ne pas le faire pendant que tu fais du jiu-jitsu, ça te permet, bah ouais, comme tu dis, de souffler et puis de faire une pause en fait, faire un break. Si ton cerveau cogite tout le temps. Alors je vais quand même, je vais quand même me contredire parce que au, au dernier championnat du monde que j'ai fait à Los Angeles, en fait, les compétitions de jiu-jitsu, c'est des combats de 5 minutes sur lesquels il y a tout un ensemble de règles. C'est-à-dire que le but, c'est de soumettre la personne, mais si tu n'y arrives pas, à un moment donné, il faut départager qui a gagné, qui a perdu du combat. Donc, ils ont mis tout un système de points et d'avantages sur lesquels ils se disent certaines positions ou certaines actions sont plus avantageuses que d'autres. D'accord? Et à la fin, l'arbitre, donc lui, attribue les points et à la fin du temps réglementaire, on décompte les points et on se dit bah lui il a gagné parce qu'il a plus de points que l'autre. Parfois en fait les matchs sont tellement serrés qu'il n'y a pas de points où il y a une égalité parfaite des points. Et qu'est-ce qui fait que un combattant parce qu'il n'y a pas de extra round, tu vois, qu'est-ce qui fait qu'un arbitre dit bon bah je nomme un tel combattant vainqueur. Et ça c'est vraiment hyper subjectif, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et je me suis dit tu vois en fait, comment je vais faire pour si on arrive à cette situation à la fin, parce que tu sais, hein, les combats sont assez serrés. Hein. En général, ça se joue pas grand-chose maintenant, parce que sur 5 minutes, c'est très difficile de se départager et tout le monde est plutôt bien préparé. Je me suis dit, bah, je vais essayer de faire la PNL, c'est-à-dire que quand je rentre dans le tapis, je cours vers l'arbitre en premier par rapport à mon adversaire. Je lui serre la main et s'il est kinesthésique, c'est-à-dire que si le canal de communication prépondérant pour lui, c'est plus le contact physique que le visuel ou l'auditif, et il y a de fortes chances qu'il soit plus kinesthésique parce qu'il a choisi de se faire ce sport-là, parce que l'arbitre est un combattant lui-même. Et ben, quand je lui serre la main, avec la deuxième main, je lui touche la main. Ok. Ce qui fait que je lui crée une dette. C'est quoi une dette? Une dette, c'est par exemple, si je te vois sur un salon et que je te donne un goodies, ben, je t'ai créé une dette sans que tu te rendes compte. Ah, une dette. D'accord. Oui, j'avais pas compris. D'accord. Sans que tu te rendes compte, tu as une dette. Tu sais, souvent, ben, dans les salons, il y a des goodies parce que l'idée, c'est de créer une dette chez les gens. C'est un vrai truc de PNL, ça. D'accord. Moi, je pensais que c'était juste pour faire plaisir. Moi, quand je les donne, j'ai pas ce sentiment de créer une dette, mais effectivement. Bah, tu sais, quand tu vas dans les supermarchés avec les mecs qui te disent, vous voulez goûter un bout de fromage gratuit? Ben, c'est une manière de créer une dette. Ouais, alors qu'en fait, moi, ça me bloque pas du tout. Moi, je prends le fromage, je me régale et après, c'est bon. Non, mais il y a plein de gens à qui ça fait rien du tout. Mais tu te dis que peut-être sur 100 gars, il y a peut-être 10 personnes pour qui ça va être une, se dire, ah, il est quand même sympa, il m'a fait un bout de fromage, allez, je lui achète son fromage. Ouais, c'est de la manipulation. Tout le monde manipule. Hein. À partir du moment où tu communiques, tu manipules. À partir du moment où tu as ton propre monde et que tu interagis avec une autre personne, tu vas projeter la somme de ce que tu es sur les autres. Donc, tu es déjà dans la manipulation. Toute communication et intention. Tu sais, enfin, je pense qu'il faut vraiment lever le jugement sur les choses. Parce que quand on dit bah il a peur, bah oui, mais c'est pas, il y a pas de jugement dessus. Les gens ont peur et c'est la peur qui a permis à l'être humain de survivre. S'il n'avait pas peur, bah il aurait fait n'importe quoi, bah l'espèce aurait pu disparaître. Tu vois ce que je veux dire, c'est que quand on dit, tu vois, sur le mot manipulation, on dit ouais, mais c'est péjoratif. Non, c'est pas péjoratif, c'est la réalité. La réalité, c'est que tout le monde manipule tout le monde, et c'est tant mieux. C'est comme ça que notre mode fonctionne, et c'est pour ça qu'on est résilient et qu'on a su s'adapter, etc. Donc pour revenir au sport, c'est que quelque part, quand je fais ça, et je le fais volontairement. Quand tu vois, quand je suis comme mon adversaire, avant un combat, on se serre toujours la main avec l'adversaire. Si moi, j'avance vers lui en premier, je prends le lead. C'est ce qu'on appelle prendre le lead dans une conversation. C'est que je commence à empiéter sur sa distance. Ça veut dire que lui est déjà en retard. C'est-à-dire qu'il va falloir lui qui court un petit peu pour me rattraper. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre le combat, mais j'ai déjà avancé mes pions. C'est là où, tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, est-ce que je me sers de toute cette partie-là dans mes combats? Ouais, tu vois, à ce moment-là, je m'en sers. D'accord. Après, à l'entraînement, quand je combats, tu sais, j'ai pas de, on combat, on s'entraîne, on prend du plaisir. Mon but, c'est pas de dominer. Alors, s'il me bat, tant mieux pour lui. Si je le bats, tant mieux pour moi. Mais au final, enfin, on s'en fiche, quoi. À la fin du coup, on a déjà oublié qui a gagné.
Ouais. Alors l'année dernière, moi j'ai rencontré quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui fait les deux, hein, à la fois hypnose de spectacle, mais aussi donc hypnose de spectacle, hein, c'est comme ce qu'on voit à la télé, la mesmer qui endort le public, et puis les gens font n'importe quoi, ou voilà, c'est ça fait rigoler ou ça peut faire peur si on est si on n'est pas préparé. Et puis hypnose thérapeutique. Alors ça, moi j'ai jamais testé, hein, c'est moi j'ai jamais été me faire hypnotiser pour quoi que ce soit, mais bon peut-être qu'un jour, hein, pourquoi pas. Mais du coup, ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il m'a expliqué et je me suis dit, j'aimerais bien m'y mettre. Alors pas pour faire des spectacles, hein, mais pour peut-être soigner des petits problèmes, soit tu vois pour moi, soit pour mes enfants, ma famille, etc. J'ai cru comprendre. Donc toi, tu t'y connaissais sur ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Enfin, déjà sur ce qu'apporte l'hypnose, pourquoi il faut pas en avoir peur ou pourquoi il faut en avoir peur, j'en sais rien. Voilà, qu'est-ce que ça peut faire pour aider et surtout, comment est-ce qu'on s'y met? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut un talent particulier? Enfin, Alors, c'est pour moi, c'est accessible à tout le monde parce que c'est d'accord. très simple. Parce que je pense que dans le fond, la vie est très simple. C'est juste qu'à un moment donné, il faut s'y intéresser. C'est comme tout, c'est comme le sport. Tous les gens qui disent qu'ils font du sport, ils disent bon ben c'est facile pour moi. Mais sauf qu'il faut s'y intéresser au sport. Il y a plein de gens qui font pas de sport et pour eux c'est difficile parce qu'ils s'y mettent pas. Et je pense que la alors l'hypnose, j'appelle ça l'hypnose parce que c'est vraiment de l'hypnose. Mais si je devais, alors j'ai adopté une école qui est vraiment l'école dont je te parlais, donc l'école de Christophe Pank, que j'espère que tu rencontreras un jour parce que, enfin, alors lui c'est vraiment, je trouve que c'est incroyable que moi je connaisse un mec qui est aussi pointu sur le domaine de l'hypnose et même pour aller plus large sur l'étude de la psyché humaine. Bon bref, je ferme ma parenthèse. Euh, euh, j'ai adopté cette école-là parce que, comme je te disais, ça m'intéresse de comprendre les choses. Tu vois, au même titre que les sports de combat m'ont intéressé, que les sciences m'intéressent, que la mécanique quantique m'a intéressé, tout ça, je m'intéresse aux choses. Et lorsque je suis rentré dans le monde du développement personnel et de l'hypnose dans cette école-là, qui de manière plus globale pour moi, ce serait la psychopratique, l'hypnosophie. Donc on est vraiment dans la philosophie également. Pour moi, c'est une science qui rassemble vachement de choses et qui permet d'expliquer beaucoup d'autres choses. Et, et pour moi, comprendre, essayer déjà de comprendre l'esprit humain, ça me permet de comprendre d'autres choses derrière. Et notamment de me comprendre moi-même. Parce que l'aventure intérieure, plus j'avance dans le temps et plus je la trouve passionnante. D'accord, de savoir comment je fonctionne. Alors, encore une fois, il faut faire attention au développement personnel parce que on ouvre la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu essaies de comprendre comment tu fonctionnes, tu vas rentrer dans des trucs sympas et puis des trucs un peu moins sympas. Parce que et c'est ce que je reproche un peu au développement personnel actuel, c'est qu'ils te vendent que le côté positif des choses. Ouais. Mais l'être humain, il est pas que positif. Il y a aussi des choses un peu sombres. Et des fois, il faut aller un peu trifouiller dans les choses sombres pour aller chercher quelque chose de positif. Est-ce que c'est pas un peu faire sa psychothérapie soi-même sans aller voir un psy? Bien sûr, Ouais. complètement. Et tu sais, je suis allé voir, je suis déjà allé voir des psychothérapeutes, des psychiatres. J'ai jamais fait de psychanalyse parce que j'ai jamais pris le temps de le faire. J'ai fait des séances d'hypnose, j'ai fait des choses à la base pour moi aussi, pour essayer de comprendre. Et à mon avis, faire une démarche vers soi en décidant de faire une psychanalyse ou une psychothérapie ou aller voir un hypnothérapeute, c'est quelque chose d'extrêmement bienveillant. C'est un acte profondément bienveillant pour soi-même. C'est vraiment un vrai mouvement vers soi, plein de bienveillance. Il faut du courage aussi. C'est pas forcément simple. Moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai travaillé moi tout seul perso, quoi, on va dire. Puis il y a des trucs, je sais que c'est sous le tapis, j'ai pas envie d'aller voir. Et ni qu'un psy aille voir, ni tu vois. Bah, tu iras quand tu seras prêt. Peut-être. Ouais. Et il n'y a pas d'obligation. Mais c'est ça la responsabilité. Mais du coup, c'est ça, ça demande du courage, en fait. C'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui arrive à le faire, c'est bien. Oui, Enfin, tu vois, oui, ça. oui, probablement que ça demande du courage, comme ça demande du courage d'aller travailler, d'aller faire du sport, d'élever des enfants, tu vois. Enfin, Oui. c'est oui, je suis Ouais, ouais. d'accord que ça demande beaucoup d'énergie. Ouais.
je suis d'accord. Après, derrière ça, une fois que tu as ouvert la boîte de Pandore, c'est très difficile de faire machine arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir du moment où tu as ouvert ça et que tu as une vraie explication, enfin une vraie explication, tu as un début d'explication sur les règles du jeu dans lesquelles tu évolues. Ah, c'est difficile d'ouvrir la boîte de Pandore. Ouais, tu rebondis de sujet en sujet, de livre en livre, de conf en conf, de personne en personne. Ouais, de réflexion en réflexion. Tu rentres dans des méthodologies que tu commences à appliquer et ça crée une vraie distance avec les autres. C'est Ah ouais? T'as ah oui, remarqué ça? Ça crée une vraie distance? oui, 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 complètement. Parce que toi, enfin, j'essaie de comprendre. Ça met une distance parce que toi, d'un côté, on va dire, t'acquiers en sagesse, entre guillemets, en connaissance de toi et en Je connaissance des sais autres. pas. Et les autres sont dans leur quotidien et ont la tête dans le guidon et font pas attention à tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est un peu ça que tu ressens? En fait, là où se crée la distance, c'est que il y a des gens qui vont venir vers toi, ils vont exposer leurs problématiques, et tu vas donner un début d'explication qu'ils ne seront pas prêts à entendre, qui seront inaptes, voire qui sont inaptes à entendre, Ouais, ben, voire oui. inaptes à comprendre. Ah bah moi, il y a des choses que j'ai compris il y a pas très longtemps, qu'on m'avait sûrement dit plusieurs fois il y a des années, tu vois? Donc, quelque part, quand t'es pas prêt, quoi. Tu vois? Oui, Tu l'entends même pas, ça te heurte même pas, mais ça te passe à travers, et des complètement. fois ça peut générer de la colère. Tu peux dire quelqu'un vient se plaindre, tu lui expliques quoi? Là, tu expliques, tu donnes un début d'explication, la personne t'envoie chier parce qu'elle n'est pas prête à entendre, parce que derrière ça, elle ne veut pas s'avouer les bénéfices secondaires de la situation qu'elle vit, et toi tu l'envoies chier en disant bah, écoute, je me casse le cul à t'expliquer des trucs, mais si tu veux pas l'écouter, pourquoi tu viens me voir? Tu vois, non mais Ouais, ouais, voilà, c'est une réaction un peu à chaud comme ça, mais évidemment que tu vas y mettre l'effort, mais ouais. c'est un truc, tu peux pas t'empêcher de penser ça. Ouais, puis il faut que chacun fasse son propre, chemin quelque part. Oui, que tout le monde n'est pas prêt, et puis comme je t'ai dit, tout le monde n'est pas prêt à ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Ouais, mais alors justement cette boîte de Pandore, moi j'ai lu beaucoup de choses et des fois, je veux dire, j'ai du mal. J'ai l'impression que des fois t'as des mecs qui te racontent des grosses conneries, d'autres qui sont un peu en mode gourou. T'as des trucs. Moi je suis assez scientifique hein, à la base, hein, donc quand voilà, tu vois, quand ça part un peu trop en cacahuète, j'ai l'esprit ouvert. Je me dis pourquoi pas, mais en même temps, tu vois, t'as vite fait de tomber dans une espèce de mode de pensée. Je veux pas dire secte, mais tu vois un peu le truc quoi. Regarde, tu vois, dans la somme de connaissances que j'ai explorées, il y a un truc que j'ai compris, c'est que il y a quelques piliers qui sont fondamentaux pour la psyché humaine. Euh, donc, notamment le besoin d'exister et la survie. Et dans ces piliers-là, tu vas avoir donc la reproduction, la prise de connaissance de son environnement, la prise de pouvoir et l'économie d'énergie. Ok. D'accord. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on fait en général, et c'est pour ça qu'on a des patterns, donc des schémas répétitifs, c'est que on va toujours aller chercher la solution la plus efficiente possible, celle qui nous Mm. demandera le moins d'énergie par rapport à qui on est. On cherche à se reproduire puisqu'on veut perpétuer l'espèce. On prend de la connaissance autour de soi parce que par le fait de connaître les choses autour de soi, on va anticiper les choses et on va écarter le danger physique, tu vois, existentiel de nous, et la prise de pouvoir. On est toujours sur un Ouais. rapport de force. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, chacun à sa manière, on essaie de prendre le pouvoir sur l'autre, soit de manière émotionnelle, soit de manière physique, soit de manière intellectuelle, soit de manière la riche par la Ouais. richesse, etc., etc. D'accord. Donc, évidemment que quand les gens commencent à s'intéresser à ouvrir la boîte de Pandore, ils se rendent compte qu'ils arrivent entre guillemets à manipuler les gens grâce à des outils qui sont très bien définis. Eh ben, t'as toujours un mec qui a besoin de prendre le pouvoir sur les autres. C'est le besoin de toute puissance. Et donc la gouroutisation, elle est d'autant plus forte dans ce milieu-là. C'est pour cela qu'il faut être extrêmement vigilant et toujours avoir un peu de recul sur tout ça, parce que t'as raison, dès que tu commences à taper des plans personnels, coaching, etc., t'as tout un ribambelle de gens qui vont venir raconter des choses et dont leur simple objectif est d'avoir le plus de gens euh, rassemblés autour d'eux pour qu'ils aient le Ouais. pouvoir sur eux. Je lisais, c'était la petite fille de Louis de Funès qui disait que il fallait faire attention au coaching parce que la position de coach, elle a cette particularité, c'est que elle met très rapidement
euh, sans étape de validation une personne en position de, de, de gourou, de Ouais, ouais, leader, tu vois. ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que t'as beaucoup de sur internet, t'as beaucoup de mecs qui se reconvertissent en coach, libérateurs de potentiel, etc. Parce qu'il y a un côté jouissif pour eux, c'est-à-dire que eux, ils te disent ouais, mais moi je travaillé pendant 20 ans dans l'informatique et puis un jour, avec tout ce que j'ai observé, je me suis dit tiens, je pourrais aider les gens. Accessoirement, je suis champion de boxe ou champion d'échecs ou je sais pas quoi. Et voilà, ben, fort de mon expérience, je me propose d'aider les gens à être leur meilleure version de leur-même et de dépasser le potentiel et d'aller viser l'infini, tu vois. Mais déjà, d'une part, faut comprendre que l'être humain est limité. Donc, vendre du rêve aux gens, c'est juste créer un peak state chez les gens. C'est-à-dire qu'un état d'euphorie qui sera limité dans le temps, c'est le but, tu sais, de tous ces séminaires de Ouais. développement personnel, où les gens, par des techniques d'hypnose, de PNL, etc., vont sortir hyper boostés, et puis au bout d'un mois, vont revenir à leur triste réalité qu'ils sont limités, et que finalement, peut-être qu'il faut accepter qui on est, et l'acceptation, c'est la Et plus tu grande crois des pas que libertés. justement ça peut aussi aider certains d'avoir justement ce côté reboost et d'acquérir les bons outils pour après en fait essayer de maintenir cet état un peu de boost et puis Bien sûr, mais complètement, mais il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que euh, il y a un truc, je pense que, enfin, les gens qui disent ouais j'ai changé, les gens changent pas. Les gens ne changent pas. Ils changent leur posture, ils changent leur cadre, mais ils changent pas fondamentalement. Ils vont changer des comportements. Mais je reprends toujours les mêmes exemples. Hein, mais un mec qui clopait pendant des années et qui s'est mis à faire des triathlons, qui te dit que derrière c'est pas le même pattern qui tourne? Sauf qu'il a changé son cadre. Il s'est dit, il a juste switché du fait de fumer en permanence au fait de devoir courir en permanence, tu vois. Tu sais, le cadre engage la posture qui engage un comportement. Mais c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas un comportement qui change ta posture qui change le cadre. Ça marche pas dans ce sens-là, à mon avis. Pas à mon avis. De mon école, tu vois. moi en tout cas c'est ce que je vois, hein. C'est quelque part quand les gens sont pas bien dans leur vie, c'est que le cadre est pas bon. Alors peut-être qu'il faut que tu vois par exemple t'es pas bien dans ton boulot, c'est pas parce que t'es nul ou pas parce que ceci ou cela, c'est juste parce que peut-être que l'entreprise dans laquelle t'es, bah elle te convient pas ou ce que tu fais, le métier que tu fais te convient pas et il faut changer quoi. Il faut changer le cadre en quelque Ou part. peut-être que tu regardes pas les choses sous un bon angle et que tu acceptes et que tu as utilisé un filtre qui te fait Oui, oui, oui. qui te renvoie des choses qui sont biaisées parce que tu as décidé de regarder ça de cette manière-là. Ouais, ouais. Ouais, c'est Un intéressant. des devoirs du développement personnel, c'est de donner le courage aux gens de d'affronter une part authentique d'eux-mêmes, tu vois. Et et ça c'est pas gagné parce que le dev perso c'est un vrai business derrière. Ouais. Alors je vais repartir sur l'hypnose parce qu'on n'a pas fini. Bon, admettons que moi je vais me mettre à l'hypnose. Qu'est-ce que tu conseillerais à un mec qui connaît rien comme moi, là, qui aimerait bien s'y mettre, je sais pas, des bouquins ou une formation ou je sais pas. Enfin, Euh, Moi, je te conseillerais déjà en premier lieu de regarder des vidéos et de faire ton propre avis en fait, parce que c'est un domaine qui est assez vierge encore, qui reste somme toute assez vierge, et, et tu sais, c'est comme les profs, tu sais, t'as des profs avec qui tu fites super bien, puis d'autres profs avec qui tu fites moins bien. Donc il faut voir quelle école te convient le mieux, parce que la sémantique de certains enseignants est peut-être plus te conviendra plus que d'autres, tu vois. Parce que la sémantique, c'est quand même, c'est un rôle important. Les mots, etc. La linguistique, c'est un truc qui a un vrai impact sur soi. d'accord. Après, moi, je pense que très rapidement, il faut que tu ailles voir un hypnothérapeute pour faire une séance, pour parce que c'est une vraie expérience. C'est vraiment une vraie expérience. Ah bah moi je veux bien, hein, Et mais je saurais pas quoi lui dire. Il va me dire pourquoi vous venez me voir. t'inquiète pas, il va trouver. Ah, il va trouver. Ah d'accord. Non mais c'est bien, tant mieux. Ah oui, oui, Parce t'inquiète. que... Tu sais pourquoi il va trouver? Parce que, tu sais, moi, j'ai suivi des formations, j'en ai fait 4 des formations, tu vois, sur un programme de 12 formations. Donc, avec des modules plus ou moins grands. Et j'ai fait ça pour moi. Je veux pas être thérapeute. Je fais ça vraiment pour moi et, parce que ça m'intéresse. Et, et un des trucs que j'ai appris pendant mes formations, c'est que, à cause de ce pilier de l'économie d'énergie,
c'est que quand tu poses une question à quelqu'un, alors suivant la qualité de la précision de la question, dans les 3 à 5 premières secondes, tu as toute la vérité qui sort. Donc ça peut être du verbal ou du non-verbal. Après, tout le reste, ça va être de l'agrément. C'est sûr que tu as brodé parce que ton analytique va reprendre le sujet et tu vas un peu habiller la chose. Mais tu verras, en fait, tu feras le test autour de toi. Discute avec les gens et capte, en fait, tout ce qui se passe dans les premières secondes, donc dans tout ce qui est verbal et non verbal, d'accord? Tu disais tout à l'heure la posture, tu vois, le mouvement des épaules, la tête, euh, le clignement des yeux, la bouche, tu vois, la couleur des paupières, les mots utilisés, pourquoi ces mots-là, pourquoi dans cet ordre-là, pourquoi à un moment donné il y a, tu vois, les sons. Et en fait, quand tu iras voir un hypnothérapeute, en tout cas celui que moi je te préconiserais, c'est tu vas venir et tu vas dire ouais, je sais pas pourquoi je suis là. Et ben de toi-même, ton subconscient va lâcher les choses parce que tu seras dans le cadre d'une thérapie, que tu voudras vivre l'expérience pleinement et que ton deuxième cerveau, si on peut appeler ça comme ça, un deuxième cerveau, va vouloir s'exprimer. Donc là-dessus, ta feuille de route sera automatiquement mise en place. Ok, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Non, parce que tu pars vers un truc, tu sais pas trop, et puis peut-être que le mec va mettre le doigt sur des trucs qui vont remuer un peu la Mais, merde. mais Je toi sais qui es en pas. quête de connaissances, qui, Ah oui, oui. enfin, je veux dire, là, tu as la possibilité tu vois, de commencer le chemin de ta propre connaissance. Même si tu connais déjà un C'est petit vrai, peu, c'est vrai. mais tu vas aller Hmm. voir des trucs qui sont hyper intéressants. Quand j'ai fait mes formations, donc la dernière formation que j'ai faite, c'était autour de la questionosophie. En fait, c'est l'art de la question. D'accord? La question, c'est un outil qui permet comment dire, de dresser une cartographie de, de ta de ta pensée, d'accord, avec les notions de cadre, de posture et de comportement. Et on utilise un outil qui s'appelle la question. Donc la question, il y a une vraie méthodologie derrière, c'est-à-dire que tu poses pas des questions au hasard, c'est que il y a une manière de poser des questions, il y a une manière de rebondir sur ce que dit ton interlocuteur et de mettre la bonne question qui permet de dresser une carte de ta pensée, tu vois. Et et, et j'ai fait c'était un séminaire qui était très pratique, c'est-à-dire qu'on était plusieurs. Donc il y a un bout de théorie, donc c'est un séminaire qui dure 5 jours. Et au départ, il y a un peu de théorie, donc ça commence à 8 heures le matin et ça finit à 15 heures, d'accord. Donc pendant 1 heure, on débriefe un peu sur la théorie, et après tout le reste du temps, on est en travaux pratiques perpétuels, d'accord. C'est-à-dire que on se pose des questions les uns aux autres, et le professeur, l'enseignant, lui va driver, tu sais. Il va driver, il te laisse faire au début, et après il va dire bon là-dessus il y avait un truc intéressant à apprendre, donc là-dessus, et donc il t'accompagne complètement sur ton cheminement de questions, tu vois. Hmm. Et ben du coup, à un moment donné, il y a eu plein de, moi j'étais le sujet des travaux pratiques des autres élèves, tu vois. Et ben c'était hyper intéressant parce que de ces 5 jours, j'ai sorti plein de choses. Alors que tu vois, bon, moi j'avais quand même fait pas mal de thérapie, etc. Mais il y a encore des choses qui sont sorties de là. Ouais, donc t'as appris beaucoup sur toi. Bah oui, putain, c'était extraordinaire. En plus, j'avais la possibilité d'enregistrer mes sessions, donc si tu veux, voilà, je les réécoute, je dis ah ouais, ça c'est pas mal et tout. Et ça te donne vachement c'est vachement apaisant en fait, Ouais. parce que et ça te fait rire, tu vois. D'ailleurs, tu dis, ah ouais, c'est pour ça que je suis comme ça. Ah, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Ah ouais, Dao. Tu dis, ah, Dao, t'es vraiment trop con. C'est quand même marrant. T'es quand même ton meilleur commercial, c'est quand même toi-même. Hein. C'est tu te vends des histoires quand même. Hein. Les mises en scène que tu mets juste parce que derrière ça, t'es en train de vouloir établir un processus. Tu vois, et ça donne vachement d'apaisement et un peu de recul. Tu vois, c'est assez marrant comme. Ouais, quand tu comprends tes comportements et que tu as la réponse quelque part à ta question, mais des fois il y a des questions qui soulèvent encore plus de questions et là ça peut vite devenir le bordel. Non? Après, comme tu dis, est-ce que tu es prêt ou pas? Il y a des gens qui sont absolument pas prêts à ça. Tu leur dis ça les intéresse absolument pas. Ils préfèrent revenir dans leur routine, dans leur quotidien, et ça leur va très bien. Et c'est tant mieux. Le monde est bien fait, donc si les gens sont comme ça, c'est qu'ils devaient être comme ça. Après, voilà, pourquoi je suis au FIC, je suis allé te voir et qu'on a discuté et qu'à un moment donné, on se retrouve 15 jours plus tard à faire
un podcast ensemble. C'est que la vie est bien faite, tu vois. Et que ton podcast, ton blog corben.info, je le suis depuis au moins une dizaine d'années. Bah, merci, écoute. Ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, je te le dis. Enfin voilà. Et quand il y a une personne de ton équipe qui est venue et prendre un goodies sur notre stand et que j'ai demandé mais il est là Corbett? Il m'a dit bah oui il est là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Tu comprends? Je savais pas que ça s'était fait comme ça. Oui, bah oui, c'est marrant. Et pour moi toutes ces sciences là, c'est une manière de donner de la lisibilité dans l'illisible. Ouais. C'est-à-dire lire entre les lignes. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse dans la vie, c'est de lire entre les lignes. Alors justement, tu parles de sciences, mais alors tu m'as dit aussi que tu aimais les sciences de manière globale, donc tu m'as parlé un peu de physique quantique. Tu m'as parlé, enfin voilà, et ce que t'aimes, d'après ce que j'ai compris, c'est toute cette démarche scientifique. J'aime la démarche scientifique de manière globale, les sciences. C'est-à-dire que ça peut être les sciences sociales, les sciences psychologiques, les sciences physiques. Alors j'ai fait des études dans les sciences physiques. Après j'ai fait des études dans les sciences commerciales, dans les sciences marketing. Je pense que je suis vraiment un touche à tout. C'est-à-dire que je suis pas expert, mais j'aime bien toucher à tout et j'aime bien trouver un liant à tout ça. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu t'intéresses à plein de domaines différents et quelque part, tu essayes de les connecter ensemble. Voilà, je suis pas un expert, hein, c'est-à-dire que j'ai pas le temps et que j'ai pas l'envie, peut-être que j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans, mais j'essaie toujours de pousser au plus de mon potentiel chacune des sciences que j'adresse. Et après, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver des parallèles entre les sciences, tu vois, de trouver un parallèle entre les sciences économiques et les sciences sociales, entre l'observation, entre le sport et la cybersécurité, par exemple, tu vois. C'est des trucs que j'essaie toujours. C'est une gymnastique intellectuelle que j'aime bien faire. Ah ouais. Et tu vois, c'est de trouver un peu des trames, une sorte d'algorithme commun, tu vois, à tout ça. Ouais. Et t'en fais quelque chose de ça après, ou tu le gardes juste pour toi, ou tu le partages avec d'autres gens? Non, je le garde pour moi. Ou non, je le partage. Des fois, j'en discute avec mes copains. J'ai de la chance, tu vois, par le fait d'avoir eu plein de petites vies différentes, d'avoir autour de moi des gens qui sont quand même assez brillants et avec qui on partage pas mal de choses. Donc voilà, là-dessus, je trouve que j'ai hyper chanceux d'avoir vraiment des 3-4 personnes avec qui je peux vraiment discuter. Enfin, vraiment de trucs où j'ai pas besoin d'expliquer les choses ou de reprendre les trucs, tu vois, ou dès que je parle de trucs, ben il s'avère qu'il y a déjà pensé mais d'une manière différente. Donc ça c'est. Et puis tu sais en fait, il y a généralement on a trois manières d'altérer la réalité. Euh, les trois manières, ça va être soit la généralisation, soit la distorsion, soit l'omission. Et moi, j'aime bien la généralisation. J'aime bien généraliser. Tu vois, c'est un truc, même si des fois c'est un biais cognitif, hein, complètement. Hein, mais dans la généralisation, c'est là où je me retrouve dans le fait de prendre les données et puis après de les comparer entre elles et de pouvoir rebondir d'une donnée à l'autre facilement. Tu vois, D'accord. c'est un truc que j'adore faire. Ouais, c'est vrai, ouais, non, parce que pour moi, généraliser, ça voudrait dire, par exemple, quand les gens qui disent tous pourris, c'est une généralisation. Alors, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans se dire que statistiquement, on a observé que dans 90% des cas, les choses se faisaient de là. D'ailleurs, si on fait le parallèle avec tel autre secteur, tu retrouveras ça parce qu'en fait, il y a une trame commune qui est l'être humain et que généralement, il se comporte de cette manière-là, tu vois. Et je me fais souvent piéger dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire que je me dis putain, mais Dao, arrête de généraliser parce que tu vois les distributions normales gaussiennes ont démontré qu'elles n'avaient pas toujours eu la vérité sur certains événements économiques, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est ce genre de truc dans lequel j'arrive à me piéger facilement. Ouais, bah, il y a par exemple, moi, la dernière fois que j'ai vu un truc un peu dans ce genre-là, mais quelque part, c'est marrant, c'est des biais, c'est un peu des biais cognitifs, quoi. Mais moi, ce que j'avais vu sur ça, par exemple, c'était, tu sais, sur tout ce qui est trading, parce que Oui. j'ai regardé un peu tout ce qui était trading, mais sur crypto-monnaie et compagnie. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle, bah, c'est les courbes enfin, c'est l'échelle de Fibonacci, tu sais. Oui, 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 je vois. Enfin Les voilà, séries de Fibonacci, ouais. c'est ça, les séries de Fibonacci. Et donc, tu as un indicateur
que les mecs à une certaine époque ont appliqué sur leur courbe de trading, que les traders ont appliqué, qui en fait permettait d'estimer quels sont un peu les paliers en fait jusqu'où la valeur va monter quoi. Sauf que c'est un truc tu vois un peu je vais pas dire ésotérique, mais c'est quelque chose d'artificiel en fait. Mais le fait que les gens l'utilisent, même si c'est complètement artificiel, quelque part en fait maintenant ça devient réel parce que comme les gens l'utilisent, du coup les paliers en fait se sont créés parce que les mecs vendent à tel palier parce qu'ils utilisent cet indicateur là, tu vois. Donc quelque part maintenant c'est un peu le chat qui se mord la queue Voilà. et tu sais pas tu sais pas où la poule l'œuf, enfin tu vois, c'est un peu ça quoi comme exemple. Oui. Donc c'est marrant. Tu vois, typiquement, ça, c'est le genre de truc que j'adore. C'est de voir c'est de prendre un modèle mathématique, de l'appliquer dans la vie et que la vie elle-même impacte sur le modèle, tu vois. Parce que il y a un truc que j'ai compris il y a assez peu de temps, c'est que je pouvais anticiper tant que je voulais, étudier tant que je voulais, tant que j'étais pas dans l'expérience, il y a des choses que je ne verrai jamais. Et notamment sur les compétitions, tu vois. Pendant longtemps, je me suis refusé à faire des compétitions pour plein de raisons. Je pouvais te créer toute une thèse là-dessus, hein. Et un jour, mon coach m'a dit, c'est quoi, viens, on s'inscrit, on fait les Europes. Et, euh, et j'étais dans un mindset en me disant, tiens, pourquoi pas. J'étais dans le Yes 7, tu sais, ouais. Et j'y suis allé et j'ai vécu des trucs là-bas en me disant, mais putain, mais merde, franchement, tant que t'es pas dans le truc, tu sauras jamais là-haut. Tu pourras être le mec qui a récolté le plus d'informations, le plus de modélisation possible, mais il y a quand même des choses qui t'échappent complètement tant que t'es pas dedans, quoi. Ouais, oui, parce que tu ressens des choses physiquement, quoi, parce que t'es Oui. dedans. J'ai repensé à ça hier, parce que justement, je lis un bouquin sur de Tim Peake, qui est un astronaute, en fait, donc il raconte un peu tout ce que... Le livre s'appelle Y a-t-il du Wi-Fi dans l'espace, pour ceux que ça intéresse. Et donc il raconte un peu, il répond un peu aux questions génériques qu'on peut se poser sur la vie d'un astronaute, etc. Donc là, j'en suis au début, hein, donc il parle de quand il décolle, la fusée, etc. Donc il t'explique un peu ce qu'il ressent, mais jamais je serai à sa place. Et du coup, je pensais à ça parce que j'ai eu la chance d'assister au décollage de la fusée Ariane il y a quelques années. Et en fait, t'as beau voir des vidéos, t'as beau lire des livres là-dessus, t'as beau regarder tous les reportages que tu veux, le fait d'être là-bas présent et de voir la fusée décoller, si tu veux, par exemple, j'ai ressenti toutes les vibrations en fait, le son, les vibrations, ça a fait vibrer mon cœur. Enfin, tu vois, Oui. c'est assez puissant en fait comme décollage. Donc ça fait un espèce de crépitement caractéristique. Mais enfin, ceux qui ont déjà vu un décollage de fusée sauront de quoi je parle. Mais ceux qui n'ont jamais vécu quelque part, enfin, tu le sens vraiment dans ton corps en fait. Et en fait, je me disais ça hier, c'est qu'en lisant le bouquin, je me dis, même si le mec essaye de décrire au mieux ce qu'il a ressenti au décollage, etc., je pourrais jamais imaginer, quoi, le truc, tu vois. Parce que le corps, il est fait de 5 sens, et un des sens, le sens kinesthésique, tu l'auras jamais en vidéo ou en lecture. C'est ça, mais faut garder ça à l'esprit quelque part. Parce que ça peut permettre aussi de se pousser un peu à l'action et de se mettre un peu dans le bain et d'y aller, quoi. Comme ce que t'as fait en allant faire les compètes. Et ça, c'est le piège des gens comme toi et moi, hein. Enfin, c'est là, c'est c'est de dire, bon, ok, j'étudie le truc, voilà, je prends tous les, je dis, ah ouais, bon, ok, tout ça pour ça, ok, allez, next. Tu vois, des fois, il faut faire des trucs à la con, hein, pour voir des trucs que t'as pas vus, parce que tu t'es enfermé dans ton schéma de pensée. Ah oui, bien sûr, ouais. Les compétitions, ouais, c'était top. Putain, enfin, en plus, dans les compétitions, t'as la trouille, enfin, voilà, t'es pas bien, hein. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Alors que franchement, c'est pas très grave, ok, dans le pire des cas, ouais, tu abandonnes, quoi, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'était une réelle expérience. Et, Ah, là, t'es sorti de ta zone de confort, comme on dit. ouais, c'est ça, la zone de confort, la zone de connaissance, hein. Ouais, c'est sûr, hein. Et c'est très marrant les compètes, hein, parce que t'as beau avoir, je t'ai dit, t'as beau avoir écrit une thèse sur le sujet, le jour J, tu dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est vraiment ça, mais tout le temps, hein, tout le temps, hein, tout le temps, tout le temps. Voilà. Jamais tu fais un truc genre ouais, ça va être peinard, tu vois. Et non, t'es là, Mm. tu dis mais qu'est-ce que je fous là? Et mais pourquoi je suis là? Mais c'est quoi l'enjeu? Mais en fait, t'es là parce que tu sais que tu vas être bien quand ce sera fini, tu vois. En tout cas, ça c'était ma perception, hein. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui, dès que tu les mets sur un tapis, ils se sentent chez eux, quoi. Oui, C'est oui. vraiment très personnel, hein.
Puis il y a des fois, le souvenir de ce que tu as vécu est plus sympa, que le moment même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu as plus de plaisir à repenser à ça que sur le moment où voilà. Complètement. Ça, tu vois, c'est le plaisir de mettre la photo sur Instagram du podium. Ça, c'est cool. Et d'avoir fédéré. C'est très égotique. Hein. De toute façon, enfin, Ah oui. on est auto-centré. Il faut. Enfin, la personne la plus importante au monde, c'est nous-mêmes. Et c'est comme ça. Et c'est tant mieux. Et il faut arrêter de se mettre des complexes vis-à-vis de ça. Enfin, et c'est normal. Et c'est plus je Ouais, m'occupe de ouais. moi-même et plus je suis bien et mieux les gens seront autour de moi, tu vois. Sans Et, virer non plus dans le narcissisme, mais oui, je vois ce que oui, tu veux dire, oui, ouais. oui, bien sûr. C'est le bien-être, quoi. C'est du bien-être. C'est pas se regarder, le nombril. C'est on est des êtres instables, donc effectivement il y a parfois on va virer un peu dans le narcissisme, on va s'auto-flageller en disant mais arrête de te comporter comme ça, euh, tu vois, qu'est-ce que tu vaux de plus par rapport aux autres. Voilà, il y a toute cette alchimie de la pensée qui est en effervescence permanente et qu'il va falloir gérer à un moment donné, quoi. Dans mon questionnaire, je t'ai envoyé avant l'émission, enfin, je t'ai posé une question. C'était quel message veux-tu transmettre à l'humanité? Mais bon, en gros, enfin, c'est un peu pompeux comme question, mais l'idée, c'est plutôt que, enfin, tout ce que tu as vécu là, tout ce dont on parle là depuis maintenant plus d'une heure, quel est l'essence du truc pour toi? Bah, en fait, tu sais, on fonctionne à un instant T, hein. C'est-à-dire que le message que je donnerai là ne sera pas le même la semaine Oui, oui, prochaine. oui. Mais un truc, une réflexion que je m'étais dit il y a pas longtemps, c'est que je me disais que bon, on est ignorant, ça on le sait, mais c'est ce qui nous définit. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je crois qu'on en avait parlé, tu sais, sur la matière noire et l'énergie noire. On sait qu'autour de nous, il y a 85% des choses qu'on ne voit pas. Enfin, on sait. Enfin, si tu t'y intéresses, tu as conscience Ouais, ouais. que ça veut dire que tu es en train de regarder un truc et tu sais que ce que tu es en train de regarder, c'est peut-être 5 à 15% de ce qu'il y a à voir. Et je trouve que cette pensée-là, elle nous conditionne beaucoup plus qu'on pourrait s'en rendre compte. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, ça nous donne des ailes. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est J'essaye. c'est vraiment c'est quelque chose de très présent, de très très lourd dans ce qu'on vit. C'est qu'il il y a quelque chose qui nous rabâche le fait qu'on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, et tout est fait pour qu'on ne sache pas. C'est-à-dire que ne serait-ce que la gestion des nombres, quand on te dit bah, la Terre, elle a 4 milliards d'années. L'être humain est là depuis 70 000 ans. L'univers a 14 milliards d'années. Euh, la, la distance de notre étoile à la plus proche, elle est de tant milliards d'années-lumière. En fait, comme s'il y avait quelque chose qui avait inscrit les chiffres pour que jamais ce soit accessible. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. On ne veut pas que vous sachiez. Vraiment, mais vraiment, c'est pas possible. Vous pouvez pas savoir. Donc, on met en place tout un ensemble de nombres qui fait que de toute façon, t'as beau retourner dans tous les sens, on le sera jamais parce que c'est hors de portée. Tu Ouais, bah vois? enfin moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique, mais c'est vrai que en fait on t'explique dans les bouquins de physique quantique que bah ça fonctionne comme ça et c'est pas autrement en gros, hein, c'est un peu ça. Sauf que personne n'est capable de l'expliquer, on sait pas pourquoi les comportements quantiques sont bizarroïdes parce que ils sont tellement éloignés de ce que on peut comprendre avec notre cerveau que bah il y a quelque chose qui nous échappe quoi. On essaye, enfin les gens essayent de comprendre, mais pour l'instant ça nous échappe. Peut-être qu'à un moment on va le comprendre, mais c'est un peu comme ces histoires de voir, enfin tu vois, par exemple le temps qui serait une dimension, Oui. Ouais. peut-être qu'il y a des êtres vivants qui du coup voient aussi cette dimension et donc quand ils te regardent, ils voient en même temps le Dao jeune et le Dao vieux, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Mhm. Voilà, c'est un peu ça, mais ça c'est tellement hors de notre portée intellectuelle entre guillemets quoi. À part faire des comparatifs un peu simples et essayer de plaquer ça sur les trucs qu'on connaît. Dès qu'on rentre un peu dans la science dure, etc., ça échappe même aux plus grosses tronches de l'humanité, quoi. Donc, je vois. Oui, on n'est pas programmé Oh, pour ça. On est inapte.
Pour l'instant. Mais ça veut pas dire qu'on le sera pas à un moment, tu vois. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve humain. Je sais pas, mais ouais, donc ton message, ça serait dire qu'on est ignorant, et en fait, le fait de savoir qu'on est ignorant, donc à la limite, c'est peut-être le seul truc qu'on n'ignore pas, c'est le fait qu'on soit ignorant, quelque part, ça apporte de la liberté, c'est ça que tu veux dire. Ça crée, ouais, ça crée un stress, en fait. Ça crée un stress positif, hein. Un stress C'est-à-dire que, positif. ouais, c'est-à-dire que c'est une stimulation, si tu veux, mais une, ça donne l'étendue de notre potentiel. Et c'est bien de savoir qu'on a des limites au final, parce que c'est ce qui nous a permis de nous exprimer complètement en tant qu'espèce. Alors après, là, c'est très centré, hein, comme pensée, mais c'est-à-dire que finalement, étant une des espèces les plus faibles euh, animales de la Terre, une des espèces vivantes les plus faibles de la Terre, ce qui nous a permis à notre échelle, de construire tout ce que l'on a fait, quoi, en termes de technologie, en termes d'industrie, en termes euh, de groupe, de culture et tout ça. Voilà. Enfin, je pense que c'est lié cette espèce d'ignorance de manière, enfin, inconsciemment assumée, nous a poussé de par le fait de voir clairement quelles étaient nos limites, Hmm. tu vois. Donc les limites, c'est la connaissance, tu vois. Enfin, cette connaissance qu'on a conscientisée, enfin, quelque part, nous a permis de créer tout ça. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est plutôt de dire qu'on fait de la merde, mais quand même, on a fait des trucs. Non, mais on a fait quand même des trucs sympas. J'ai rien que les mathématiques. Enfin, c'est quand même juste énorme, De quoi. toute façon, Enfin, l'ignorance en tant que telle, c'est lié aussi à la démarche scientifique, c'est-à-dire de remettre en cause tout, et dès que ça commence à plus fonctionner, bah, de chercher, enfin, de se dire peut-être que ce que je croyais vraiment dur comme fer il y a 20, 30 ans, enfin, de ce qu'on croyait, on va dire, en termes de faits établis scientifiques, peut-être que finalement, ça l'est pas tant que ça, tu vois, mais ouais, bah, je trouve ça intéressant. Moi, quelque part, ça me donne le sentiment, cette ignorance, enfin, que ça permet de rester humble. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, du coup, quand tu vas vers quelqu'un, en fait, tu sais rien de lui, tu vois, même si tu le connais, en fait, t'es pas à sa place, t'es pas dans oui, sa tête, t'es pas dans ses cellules, ou je sais pas jusqu'à quel point tu peux complètement. y aller, mais du coup, tu te dis bon bah voilà, tu restes humble en fait vis-à-vis de cette personne, parce que bah tu t'es pas dans ses pompes quoi. Et même chose vis-à-vis du reste, de je sais pas, de la recherche, de la recherche scientifique, ou de l'espace, ou tout ce que tu veux, ou même de la physique quantique. Comme tu dis, on a des limites, on est ignorant, et enfin moi je trouve que c'est bien de remettre ça un peu dans le, enfin de se remettre ça un peu dans le crâne, parce que il y a quand même beaucoup de gens enfin en tout cas moi de mon point de vue, hein, qui pensent savoir des choses de manière ferme et définitive, et qui se posent pas 2 secondes la question de savoir si c'est vrai, si c'est faux, est-ce que voilà, d'où ça vient, est-ce qu'ils sont ignorants aussi ou pas, enfin tu vois. Mais après c'est un confort aussi, hein, parce que quelque part tu disais c'est un stress positif, mais ça peut faire peur de se dire je sais rien, tu vois. Ça peut te mettre en panique. Et tu sais, souvent quand je suis un peu dans le dark side, une phrase que je me dis souvent, c'est on ne sait rien, on n'est rien et on sert à rien. Mais vraiment, je te jure, au moins une fois par jour, je me dis ça. Je me dis, putain, de toute façon, tu sais rien, tu sers à rien et t'es rien. Et c'est vrai, et tant mieux, et heureusement, heureusement, heureusement. Oh, le sert à rien, je sais pas vraiment, mais le reste, oui. Ouais, bon, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un truc de quand je suis en Ouais, dark quand mood. tu déprimes. Ouais, je suis en dark mood là, je me dis ça et après ça me fait sourire et je me sens mieux. Alors bon, on approche de la fin de l'émission, mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu me recommandes, enfin que tu nous recommandes, hein, aux gens qui nous écoutent, bah soit ou plusieurs choses, hein, un album de musique, ou un livre, ou un film, quelque chose qui t'a vraiment touché et que t'as envie de partager avec les gens. Alors la musique, j'adore ça, vraiment. Ah ouais? Tu vois, une des passions que j'ai, je sais pas si tu connais le monde audiophile. Non. En fait, le monde audiophile, donc c'est tout, c'est la hi-fi, mais alors c'est un peu un monde spéculatif, mais tu sais, c'est la recherche du son parfait.
tu sais, par la composition tu vois, de toute une technologie musicale. Tu vois, par exemple, C'est la manipulation des ondes sonores, en fait. ouais, mais en fait, tu sais, par exemple, j'ai un système hi-fi chez moi. C'est des enceintes qui ont été, qui sont usinées à la main. D'accord. Et donc, avant, j'avais des enceintes qui étaient usinées en Aix-en-Provence. Et maintenant, c'est une boîte anglaise qui fait ça. Et ouais, c'est un gros, c'est financièrement, c'est un investissement assez lourd. Hein. Donc, Mm. tu vas chercher, tu vois, des fichiers sources extrêmement épurés. Tu prends des albums qui ont été enregistrés dans des studios d'enregistrement qui sont réputés parce qu'il y avait des bons ingénieurs du son. Toute ton électronique, c'est un truc de geek. Hein. Toute ton électronique, elle est dédiée à ça. Donc tu as des câbles qui ont des perditions, tu vois, électriques les plus faibles possibles. Euh, Tu vas usiner un meuble pour qu'il y ait le moins de vibrations possible. Ouais, tu vois, c'est un monde de geek, quoi. Donc tout ça D'accord. pourquoi? Parce que voilà, pour te dire que vraiment la musique, c'est vraiment une vraie passion. Et j'écoute tout le temps de la musique, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec ce système-là, avec tout un truc. Et s'il y avait un album de musique, bon, donc du coup, bah, tu vois, du coup, j'ai forcément une très grosse bibliothèque de musique puisque je fais que ça. Et l'album donc qui m'est venu en tête, c'était Bob Dylan après coup, tu vois. Ouais. Euh, Lequel? un des premiers, The Times, je sais plus le nom, Eye Changing, un truc comme ça. Et j'aime beaucoup Bob Dylan. C'est des trucs tristes, hein, je préfère vous prévenir. Euh, c'était ça. J'aime bien les Smiths aussi. Voilà, c'est Ouais. les deux trucs auxquels je pense en ce moment. Mais dans une semaine, je peux dire autre chose. Et la qualité sonore est bonne? Parce que c'est quand même des albums qui sont assez anciens, donc Ouais, qui ont oui, peut-être oui, été oui, enregistrés. parce que il y a une bonne retranscription euh, du son et t'as le côté un peu analogique, tu vois, même si j'écoute sur des formats numériques, il y a des outils maintenant qui permettent de récupérer un peu la qualité analogique des albums. Ouais. D'accord. Ok. Mais bon, quand tu me dis t'écoutes quoi comme musique, c'est une question très difficile pour moi là. Putain, là dans ma tête, il y a 10 000 albums. J'ai envie de tout te dire, mais bon, voilà. Et en film et en livre? En film, tu sais, dans ma première mouture de réponse, je t'avais dit Interstellar. Bah forcément, ouais, parce que c'est ce genre de truc. Ça parle de mécanique quantique et tout. Et après, ma femme m'a dit Will Hunting, t'as quand même bien aimé quoi. Je sais pas si tu connais Will Will Hunting Hunting? Si, si, je connais, je l'ai revu, je sais plus l'année dernière, je l'avais vu quand j'étais ado, puis je l'ai revu l'année dernière. ouais, de Gus Van Sant là avec Matt Damon et Robin Williams. Donc l'histoire du surdoué là qui voilà, je trouve que c'est un film qui est quand même pas mal d'actualité. Donc parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment des autres formes de pensée, Hmm. manière de D'accord. penser les choses. Bon, bah, revoyez Will Hunting, hein, si vous l'avez pas revu depuis longtemps. Peut-être que dans le contexte actuel, ça peut Voilà, être intéressant. Will Hunting, gros film favori. Après des livres, alors j'ai beaucoup lu pendant une période, je lisais énormément. Et puis ça s'est vachement calmé là ces derniers mois. J'ai fait une sorte de saturation. Donc voilà, un des livres que je ressors de temps en temps que j'aime bien, c'est Le Monde comme il me parle, écrit par le navigateur Olivier de Kersauzon. C'est très bien écrit, c'est très poétique. Et puis ça reprend des trucs dans lesquels je me reconnais pas mal. Ça parle de quoi? Voilà, en fait Olivier de Kersauzon, c'est un navigateur qui qui a navigué pendant longtemps putain, j'ai des trous de mémoire. Ouais. Avec Eric Tabarly? Tabarly. Tabarly, ouais. Et, et c'est un gars qui est issu d'une famille aristocratique, tu vois, avec un certain système de valeurs, et qui a été très jeune en rébellion avec le système. Et je pense que c'est un gars très très intelligent et qui a passé l'essentiel de sa vie en mer. Et donc il te décrit, et c'est un très grand poète en fait, il écrit très très bien.
Et dans un livre, il arrive à mixer euh, aventure nautique, vision du monde, avec un recul de 40 ans euh, par la navigation, qui te décrit le monde avec une poésie très sensible euh, et qui euh, et qui y accole certaines pensées philosophiques qui sont pour moi indéniables autour de la liberté, autour du rapport aux autres, autour du soi. Voilà, et tout ça est concocté avec une alchimie très touchante et très équilibrée. D'accord, ça m'a donné envie de le lire là du Tu coup. vois, et tu sais quoi? C'est un livre que j'offre toujours à mes collaborateurs avec qui tu vois je fit bien dans toutes les entreprises que j'ai faites ou des gens. Chaque fois, j'achète ce livre et je l'offre. D'accord. Dès que j'aime bien quelqu'un, ben j'achète ce livre et je l'offre. Et c'est un livre qui se lit facilement et ça, il y a pas beaucoup de pages et ça se lit très très bien et tous les gens qui l'ont lu m'ont toujours dit putain, il est génial. Enfin, ils étaient vraiment contents parce que c'est sans prétention en plus. Et tu vois, c'est à la juste mesure, c'est juste ce qu'il faut. Tu vois, c'est un livre très équilibré Ok. et plein de poésie. Bon alors écoute Dao, merci beaucoup pour avoir échangé avec moi et puis avoir partagé toute cette histoire, toutes ces histoires avec tous les gens qui ont écouté et puis avec moi-même. Merci à toi. Attends, c'est un honneur pour moi. Attends, ça fait plus de 10 ans là que je lis ton blog et que je me dis à chaque fois putain ah, c'est chouette ce qu'il écrit et tout. Et putain, et puis on se voit et on fait un podcast. Attends, c'est à moi de te dire merci. C'est dingue, c'est dingue. Ouais, bah après on me demande comment je choisis les invités. C'est un peu au feeling, c'est un peu en fonction des sujets que j'aime bien. C'est un peu voilà, mais c'est comme tout le reste. Hein, je fais toujours comme ça. Donc voilà, on verra qui seront les prochains invités. J'espère pas faire d'erreur de casting, mais il y en aura. Je le sais, il y en aura forcément. Mais c'est pas grave. C'est quoi pour toi une erreur de casting? Une erreur de casting, ça serait par exemple discuter avec quelqu'un pendant 1 heure comme on vient de le faire, mais que la personne elle soit pas pétillante ou rebondisse pas sur les sujets et puis me répondre qu'avec des oui et des non, tu vois un peu ce que je Ah veux dire, oui. tu vois une interview un peu chiante, tu vois le truc où on s'ennuie au bout de 5 minutes. Donc là bon je me réserve le droit de pas la publier, donc j'espère que ça n'arrivera pas parce que je choisis plutôt bien les gens en général, mais voilà, on verra. On verra. Mais ouais, non, faut que ça intéresse aussi, faut que ça m'intéresse, faut que ça intéresse les gens qui écoutent, faut que ça soit, tu vois, faut que ça emmène un peu les gens dans une, que ça les fasse réfléchir, que ça les fasse rêver, que ça les emmène, quoi, quelque part, tu vois. Moi, je trouve que le podcast, il est très intéressant parce qu'en fait, il est vraiment entre l'émission et la conversation autour d'un café. Ouais, bah oui, je voulais appeler conversation ou la conversation au début, puis après j'ai vu que c'est déjà pris de partout ce mot, donc je suis pas resté là-dessus, mais c'était un peu l'idée, ouais. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un peu à l'arrache un podcast. Il faut que parce que ça garde un petit côté authentique, tu vois. Il n'y a pas de mise en scène. Après, je pense que un des vrais enjeux du podcast, c'est la question, c'est la qualité de la question. Tu vois, pour ouvrir justement pas si tu invites quelqu'un et que la personne si tu l'as choisi, c'est qu'il y avait des choses qui t'intéressaient chez cette personne. Après sur un podcast, ça peut le figer. Donc la qualité de la question, elle va être déterminante. C'est-à-dire que c'est ça qui va ouvrir le débat, qui va ouvrir la personne et qui va ouvrir un peu son subconscient et sortir ce que tu as ressenti chez lui à la base et qui t'a donné envie de passer quelques minutes avec lui pour parler des sujets qui l'intéressent. Donc Faut que je suive ton séminaire sur, enfin celui auquel tu as participé sur l'art de poser les questions. bien sûr. Dao, où est-ce qu'on peut, enfin, si les gens veulent te retrouver, que ce soit en ligne ou ailleurs ou dans un championnat, enfin, je sais pas, où est-ce que les gens pourraient te retrouver? Je suis un peu sur tous les réseaux. Je suis sur Facebook, Non, mais Insta, faut taper quoi pour te trouver? Dao Vautring, Dao underscore Vautring. Sur Ok, LinkedIn également. Bon après c'est pas hyper flagrant mes différentes passions. Hein. C'est-à-dire que sur l'Insta tu verras que des trucs de sport, Facebook aussi. Sur LinkedIn c'est plutôt des trucs qui sont liés au monde professionnel.
Faut pas tout partager, il faut garder un peu pour soi aussi, c'est Oui, bien. oui, complètement. Alors j'avais un podcast un peu privé de conversation Ah, avec qui je discutais avec un ami à moi. Voilà, j'ai fait pas mal d'épisodes, j'en ai fait une trentaine, je crois. Et puis après j'ai un peu laissé tomber, mais peut-être que je vais reprendre sous une forme différente. Voilà, parce que voilà, c'est des périodes de ma vie. Hein. Et c'était des discussions plutôt autour de la philo, sociaux. C'était beaucoup d'impro en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on se voyait, puis on se dit bah, de quoi on parle. Et puis pendant une heure, on parlait de sujets divers et variés. Voilà. d'accord. J'aimerais bien reprendre un truc comme ça, mais un peu plus easy à mettre en place. J'avoue, je me suis pas trop posé sur le côté technique, mais peut-être que c'est un truc que j'aimerais reprendre. Un truc que j'aimerais bien faire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais essayer de poster une vidéo par jour sur un sujet complètement improvisé, parce que, comme je te disais, c'est toujours intéressant de voir ce qui ressort en quelques minutes, de manière instinctive. Voilà, c'est peut-être des trucs. Ouais, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut pas se forcer. Hein. S'il y Ouais, a des jours où t'as rien envie de dire, plutôt que de te forcer à faire une vidéo et dire de la merde, vaut mieux garder quand t'as des vrais trucs. ouais, mais je pense que c'est plutôt ouais en mode routine, un truc même que tu peux faire pour toi-même hein, ou que tu partages. Moi, l'idée de faire des trucs comme ça, c'est pas forcément pour les diffuser, mais c'est plutôt pour l'exercice en soi. Ok, d'accord. Et en termes de championnat ou Bah de sport? là, je te disais, depuis 2018, j'ai fait 4 championnats majeurs et j'ai fait les championnats du monde là à Los Angeles là, en décembre. Et puis là, comme j'ai repris un taf, bon, généralement je mets un peu un stand-by, mais là on m'a chauffé là pour faire les Masters Jiu-Jitsu euh, à Barcelone là en début mai. Donc je me laisse un peu de temps pour réfléchir si je les fais ou pas. Voilà. D'accord, c'est les championnats d'Europe, c'est ça? Ouais, ouais. Enfin, championnat d'Europe, c'est plutôt ouais, ils appellent ça championnat d'Europe, mais il n'y a pas vraiment des qualifs, tout le monde peut s'inscrire, quoi. Mais bon, comme il y a des ceintures, tout ça, voilà, c'est pas forcément, ça va pas forcément être une promenade de santé, quoi. Ok. Bon bah écoute Dao, je te remercie beaucoup. Je pense que on vient tous les deux de battre le record de longueur de l'émission. Hein. J'avais eu Céline dans la première mission qui est très bavarde aussi comme toi et qui avait plein de choses à raconter. Alors c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, c'était super intéressant. Mais du coup, ça fait des longs podcasts. Mais j'avais peur un peu que les gens me disent c'est trop long, on se fait chier ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas le temps d'écouter, mais en fait les gens l'écoutent en plusieurs fois ou kiffent tellement le truc que ça passe très vite pour eux. Donc quelque part, je suis assez libéré là-dessus. J'essaye en général de vider 40 minutes, une heure, mais là on est à une heure, plus d'une heure et demie. C'est pas grave, c'était bien, c'était cool. En tout cas, bah écoute, je te remercie encore une fois. Et puis, bah chers auditeurs, je vous dis à très bientôt, hein, dans quelques semaines pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à plus tard. Allez, ciao tout le Merci monde. Manu, salut. Ouais, salut, ciao.